guys. Sunny ways. Moi, Justin P.J. Trudeau, je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. I'm here to tell you all that we got you. Even in the very last days of this government, we will not let Canadians down. C'est probablement mon dernier événement public en tant que Premier ministre, de pouvoir le faire avec des amis, des gens avec qui j'ai travaillé depuis bien des années. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous remercie, mes amis, d'être ici avec moi aujourd'hui. Bravo. Bonsoir à tous et bienvenue à 24/60. L'ère Justin Trudeau tire à sa fin. Après 10 ans au pouvoir, le chef du Parti libéral s'apprête à tirer sa révérence. Dès dimanche, un nouveau chef prendra les rênes du parti et ce sera automatiquement le ou la nouvelle première ministre du Canada jusqu'à des élections. Mais de la taxe carbone à l'oléoduc Trans Mountain en passant par la légalisation du cannabis et la crise sanitaire de la COVID, quel sera le legs de son règne à la tête du pays? Et à 2 jours de l'élection de ce nouveau chef, le Parti libéral et son opposition conservatrice se préparent à la transition et à l'inévitable élection fédérale qui suit. Donc, l'élection qui sera sans doute marquée, façonnée par la tempête Trump. Ce soir, pour faire le bilan de l'ère Trudeau et voir un peu ce qui s'en vient, 3 invités. Frédéric Boily, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta à Edmonton. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Geneviève Tellier, professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Geneviève. Et Jérémy Guillot, ancien stratège libéral et fédéral et directeur principal de relations publiques chez TAC Conseil. Bonsoir, Jérémy Guillot. Bonsoir à tous les trois. Alors, évidemment, le legs de M. Trudeau, on pourra en parler pendant de nombreux mois, de nombreuses années. Il va y avoir des livres qui vont s'écrire là-dessus. Mais à chaud comme ça, ce soir, avec ce que vous venez d'entendre, avec ce qu'on vit depuis que Trump est au pouvoir, quel bilan faites-vous? Est-ce que ce bilan des dernières semaines vient relever le bilan des dernières années, au fond, Frédéric? Ça va peut-être le relever si les résultats de la prochaine élection sont bons pour les libéraux. Mais si jamais il y avait des résultats désastreux à la prochaine élection pour les libéraux, maintenant on pourrait se souvenir davantage qu'il a quitté le pouvoir trop tardivement et que les dernières semaines, même s'il a bien fait, même s'il a essayé également de présenter certains projets et des programmes en matière sociale, comme celui sur les garderies cette semaine, comme faisant partie de son legs et donc visant à redorer son blason. Il en demeure pas moins que là, pour le moment, il faut se souvenir qu'il est quand même parti trop tard et que par conséquent, ça fait en sorte qu'on est dans une course à la direction pour le Parti libéral du Canada en mode accéléré pendant une tempête avec une menace de tarifs douaniers qui continue de peser sur le Canada. Donc oui, il a bien fait dans les dernières semaines, mais ça va dépendre aussi de l'évolution de la dynamique politique après qu'il sera parti. Et ça pourrait aider à redorer son blason. En tout cas, du moins ce qui concerne le mandat entre 2021 et aujourd'hui. Vous voyez des images en direct de M. Trudeau à Montréal, donc il s'adresse à des partisans. On peut penser qu'il va prendre la parole. Moi, je n'ai pas vu de congrès au leadership où le chef sortant ne prenait pas la parole. Geneviève, il va sûrement prendre la parole dimanche. On verra bien dimanche. Cela dit, êtes-vous d'accord avec Frédéric? Mais j'ajouterais quand même cela. Il a été quand même victime d'une mutinerie. Puis, comme les sondages montent en sa faveur, pas au point de gagner nécessairement, je me suis demandé si tous ceux qui ont signé la lettre pour qu'il s'en aille, tous ceux qui ont fait un appel à son départ, feraient la même chose aujourd'hui. Il a été victime d'une mutinerie, mais c'est lui qui l'a créée, alors il faut pas l'oublier. Puis je pense que, oui, je suis comme Frédéric, et je pense qu'il faut avoir... ça dépend à qui on pense en termes de qui va se rappeler du legs de Justin Trudeau. Alors, les historiens, les livres d'histoire, les analyses, dans quelques années, effectivement, on va voir si finalement les libéraux ont réussi à rester au pouvoir ou non. Et là, on pourrait un peu moduler notre jugement. Mais il y a aussi la population actuelle, c'est-à-dire les électeurs qui vont aller aux élections dans quelques semaines, j'imagine, qui, eux, sans doute, ces
derniers jours se disent « Ah, ben on a vu un Justin Trudeau que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Il nous rappelle le Justin Trudeau de la pandémie. » Puis c'est peut-être ça dont on va se rappeler, c'est que dans certaines crises, pas toutes les crises par contre, mais dans certaines crises, M. Trudeau s'est révélé et gouvernait bien. Quand il n'y avait pas l'œil sur les sondages, ça allait mieux. Alors la pandémie, c'était le cas. La crise actuelle avec les tarifs douaniers, oui, il sait, il s'en va. Alors les gens ont l'air à trouver qu'il prend des bonnes décisions. Alors c'est peut-être ça qu'on va se rappeler un petit peu plus que ces mauvais coups. Il y a eu des crises aussi, ça a été très mal. Pensez à SNC-Lavalin où ça a été quasiment le supplice de la goutte, à force que le gouvernement prenait pas beaucoup de décisions. Il prenait pas les bonnes décisions. Est-ce qu'on va se rappeler aussi de ce bilan-là? Ça reste à voir. Mais c'est sûr que d'aller mieux ces derniers jours, ben ça adoucit un peu la pilule. Là, ça fait passer un peu mieux les choses que de partir de façon un peu piteuse en se faisant montrer la porte, comme c'était ce qu'on voyait juste avant Noël, puis au début janvier aussi. Mais ça fait 2 mois. En fait, 6 janvier, son départ, on est début mars, février, mars, ça fait 2 mois, là, en fait. Et pour vous, Jérémy, son legs, est-ce qu'il part avec une signature plus positive, au fond? Je pense que oui, parce que, rappelons-nous, en décembre, on était à un point dans les sondages où les libéraux pouvaient à peine espérer faire une vingtaine de sièges. On parlait même d'un scénario dans lequel l'opposition officielle pourrait être le Bloc québécois. Un des legs de M. Trudeau, on a tendance à l'oublier, c'est qu'il aura rebâti le Parti libéral du Canada, parce que quand il a pris le Parti libéral du Canada, à l'époque, il était très mal en point. Deuxième opposition officielle, 3e parti à la Chambre des communes, jusqu'à être un gouvernement. On va l'écouter un petit peu. Barbeau, qui était du Bloc québécois, était une voix importante à la Chambre des communes, comme la première femme haïtienne pour siéger à la Chambre des communes. Et je savais que j'avais une grosse responsabilité de devenir député de Papineau. Mais à chaque étape, ce qui comptait le plus, c'était vous. Vous, les citoyens de Papineau, mais vous aussi, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous aviez été là tout au long du parcours, en tant qu'amis, en tant que bénévole, en tant qu'impliqué pour votre communauté, parce que vous vouliez faire une différence et vous croyiez que la politique pouvait et devait être connectée aux gens. Et c'est difficile, la politique fédérale, pour connecter aux gens. Au municipal, tout le monde a toujours des défis avec la collecte des déchets, avec le déneigement. On en parle tout le temps à nos députés, à nos conseillers municipaux. Pour la province, si tu es député provincial, toujours des conversations sur la santé, sur les écoles, sur des enjeux sur lesquels on se débat à Québec. Mais pour être le député d'Ottawa, ça, c'est des grands enjeux souvent très, très loin de la vie des gens. Mais Alors, on comprend que le premier ministre s'adresse à ses concitoyens de Papineau. Je vais lancer la question à mes invités quand même. Il faudra se rappeler, pour ceux qui ont la mémoire, que Stéphane Dion, alors chef du parti, lorsqu'il a voulu être candidat, ne lui avait pas rendu la vie facile. Il a fallu qu'il se batte pour devenir candidat de cette circonscription-là, Geneviève. Oui, effectivement. Puis quand M. Trudeau a décidé de se lancer en politique, il n'a pas choisi un comté facile. Puis c'était en 2008, donc bien avant l'élection de 2015. Ouais. Et je suis d'accord pour dire qu'il a reconstruit le parti politique. Personne ne voyait les libéraux remonter la pente. Il faut dire qu'il y avait eu le scandale des commandites qui leur avait vraiment fait mal. Et M. Trudeau a réussi à faire la coupure, c'est-à-dire de dire le nouveau Parti libéral, c'est pas le Parti libéral de Jean Chrétien ou Paul Martin, c'est le Parti libéral de Justin Trudeau. Maintenant, la question qui va se poser, puis on a déjà un petit peu la réponse, est-ce qu'il n'a pas trop changé, un peu trop, et les gens ne le suivaient pas? On est allé beaucoup à gauche avec M. Trudeau, et là, ce qu'on voit, son successeur, probablement, là, des 4 candidats, il y en a 3 qui sont beaucoup plus centristes, et donc, son successeur va ramener le parti au centre. Alors, est-ce que le legs de M. Trudeau va rester? Sans doute en partie, il y a sans doute des programmes qui vont rester. D'autres, c'est moins certain, parce qu'il faut aussi les financer, puis c'est l'aspect financement, c'est l'aspect budgétaire
budgétaire qui a manqué sérieusement pour M. Trudeau. Alors, en termes de legs, il va, comme je disais, il va y avoir des bonnes choses, des choses sur lesquelles on va questionner un peu plus. Mais effectivement, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir osé, comme par exemple, justement, de se présenter dans Papineau. Comme je disais tantôt, c'était pas gagné d'avance de le faire. Donc, il a toujours été l'homme des paris puis de foncer. Il a rappelé l'héritage de son père hier en parlant de la Charte canadienne. Au Québec, ça laisse de plus mauvais souvenirs, évidemment, quand on pense au rapatriement unilatéral de la Constitution en 1982. Mais en partant, on a l'impression, Jérémy, qui a mis le pied sur l'accélérateur de certains programmes. Bon, les garderies hier, mais aussi aujourd'hui, le gouvernement annonce près de 6 milliards de dollars de programmes d'aide. Ça nous rappelle les programmes d'aide en COVID. Sans égard, au fond, au déficit, peut-être que les conservateurs ont tendance à reprocher aux libéraux de dépenser trop légèrement. Mais quand on parle de legs, M. Trudeau essaie de couler du béton autour de certains de ces legs. Il a commencé avec le TGV, il le fait avec le programme pour les garderies, il le fait pour les programmes d'alimentation scolaire. On le voit, c'est la question sociale qui intéresse beaucoup M. Trudeau. Pour moi, ce sera un de ses grands legs aussi. Ces enjeux sociaux, l'allocation canadienne pensée dans son premier mandat. Et le simple fait de revoir M. Trudeau sur scène en ce moment dans des événements partisans, c'est intéressant parce que moi, d'un point de vue stratégique, ce que ça m'envoie comme message, ça m'envoie le message que M. Trudeau, pour le Parti libéral du Canada, a redoré son blason parce qu'on veut le voir, parce qu'on considère que c'est payant politiquement parlant pour les électeurs de revoir M. Trudeau. Donc, juste ça, c'est un signal comme quoi il part sur une meilleure note qu'en décembre. Oui, on l'a dit déjà, monsieur, on va passer au bilan de la course. On aura le résultat dimanche, Frédéric, mais on dit déjà monsieur Carney gagnant de cette course et à cause notamment de son CV en temps de crise, bien, il se présente comme étant celui le mieux placé pour affronter Donald Trump. Mais on lui reproche son manque de charisme. Est-ce qu'on va choisir entre quelqu'un qui a du charisme ou quelqu'un qu'on pense plus compétent que l'autre pour gouverner le pays? Oui, ça, c'est le dilemme que les libéraux, auquel font face les libéraux, que dans une course à la direction normale, c'est-à-dire qui serait survenue des mois avant une élection et avec un temps beaucoup plus long pour avoir cette course, on aurait donc pu se poser cette question-là de manière, je pense, beaucoup plus sérieuse, à savoir est-ce qu'il faut choisir quelqu'un qui est compétent mais qui n'a pas forcément le charisme et sans prétendre que le candidat comme Marc Carney pourrait acquérir du charisme, mais pourrait peut-être acquérir, s'il avait eu le temps, davantage, disons, d'instinct politique. Là, on se retrouve dans une situation où on n'a pas le temps d'acquérir de l'instinct politique, disons, rapidement. Donc, la courbe d'apprentissage pour Marc Carney est très prononcée et on voit que ça a quand même été difficile lors des débats, ce qui laisse entendre que si on se retrouve dans une élection rapidement, cette question-là entre compétences et charisme pourrait jouer à certains moments, surtout lorsque M. Carney se retrouvera dans des moments où il ne sera pas dans des endroits où ça va être bien encadré, où là, ce sont seulement des partisans libéraux. Et là, évidemment, on pense au débat. Et donc, c'est là où ça pourrait poser des problèmes pour M. Carney. Et justement, M. Poilievre a déjà ciblé très vigoureusement M. Carney ce matin notamment. On va écouter un extrait, puis on revient pour réagir. On écoute. Imaginez, M. Trump, il va avoir un briefing de ses adjoints qui dit « Hey, vous êtes en train de négocier avec Mark Carney. Voici tous ces actifs aux États-Unis que vous pouvez influencer avec des réglementations, des taxes, des achats gouvernementaux et d'autres choses. Vous pouvez utiliser ça, M. Trump, contre M. Carney pour avoir des gains contre le Canada. » Précisons que M. Carney a déjà déclaré qu'il placerait tous ses avoirs en fiducie sans droit de regard. Mais on a demandé à l'équipe Carney de nous répondre, de nous envoyer une réponse au propos de M. Poilievre. On n'a pas eu de réponse. Alors, au fond, Jérémy, c'est difficile d'affronter un M. Poilievre qui est vraiment d'attaque, là, qui attaque la personnalité et
C'est pas si difficile que ça. C'est la personnalité de M. Poilievre. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui fait mal. Présentement, il a eu de la misère à se réorienter dans ce débat Canada-États-Unis. Et il se réfugie dans sa valeur sûre, celle d'attaquer les autres. Et là, il attaque Mark Carney. Je suis pas sûr que c'est une attaque qui va porter. Pour M. Poilievre, le voyant rouge sur son tableau de bord devrait davantage être celui il a de la misère à s'allier avec les conservateurs en Ontario. On a vu dans les derniers jours, dans les dernières semaines, un duo un peu improbable en politique fédérale où ce qu'on a vu Doug Ford, conservateur à Toronto, Justin Trudeau, libéral à Ottawa, faire un duo pour répondre à Donald Trump. Et pour ça, c'est une grande victoire pour les libéraux parce que déjà que Doug Ford ne fasse pas campagne avec Pierre Poilievre, c'est un avantage. Si en plus Doug Ford devait dire des bonnes choses des libéraux pendant la campagne électorale, ce serait un double avantage. Donc là, c'est une dynamique intéressante qui s'installe. Et pour Mark Carney, s'il l'emporte dimanche, il va devoir tabler à nourrir cette relation-là avec Doug Ford parce que ça pourrait être très payant dans la prochaine campagne électorale. Parce qu'on est déjà en campagne électorale, alors Geneviève et Frédéric sur cette même question. Geneviève. Bien, c'est intéressant qu'on parle de Doug Ford. Je voulais juste faire un petit retour en arrière. En 2018, quand Doug Ford est arrivé en politique provinciale, il n'avait aucune expérience. Il a été ça a été précipité. Il y avait eu un scandale avec l'ancien chef Patrick Brown. Et il y avait beaucoup de choses il était maladroit. Il faisait mal des choses. Et on lui pardonnait parce qu'on disait, oui, il n'a pas l'expérience en politique. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça qui joue aussi pour Mark Carney. Regardez le débat qu'il y a eu, les deux débats, où on a quand même critiqué sa performance, mais en même temps, on s'est dit, ben il est novice, il apprend. Alors, je pense que dans une situation de crise, on va un peu plus fermer les yeux sur peut-être une moins bonne performance que Mark Carney. Par contre, où ça accrochait, c'est que des fois, il y avait de la difficulté à expliquer ses propres idées. Alors, s'il n'est pas capable de le faire en campagne, oui, effectivement, ça risque d'être un problème. Je n'entrevois pas un Doug Ford dire en campagne « j'appuie Mark Carney ». Il l'a pas fait lors des deux élections avec Justin Trudeau, alors que leur relation allait très, très bien. C'est sûr que M. Ford ne veut pas voir plus qu'il faut M. Poilievre à la tête du pays parce que ça va vous dire moins de fonds fédéraux pour la province. Mais je vois pas comment il pourrait appuyer les libéraux. Mais effectivement, il pourrait ne pas appuyer Pierre Poilievre et ça arriverait. Alors, ça va être intéressant de voir en campagne électorale parce que on est un peu dans les connus et il va certainement y avoir différentes stratégies qui vont se développer là, dans les prochaines semaines. Le mot de la fin, Frédéric. Oui, on rentre dans l'inconnu, notamment pour le moment, on a l'impression que c'est vraiment la question de l'urne, à savoir qui peut affronter Donald Trump. Mais à un moment donné, il va peut-être se développer aussi une sorte de ce que j'appellerais fatigue tarifaire, comme il s'est développé une fatigue sanitaire pendant la COVID-19. Et donc, les électeurs pourraient peut-être remettre de l'avant les questions d'abordabilité, coût de la vie, crise du logement en priorité. On ne peut pas exclure non plus cette possibilité. Et ça pourrait compliquer la tâche de Mark Carney, peut-être refavoriser un peu les conservateurs. Très bien, merci à tous les trois. Sans oublier que le calendrier électoral du Canada va être aligné un peu sur celui de Donald Trump, avec ses dates pour imposer de nouveaux tarifs. Là, le 12 mars, le 2 avril, ça va venir vite et qui sait les autres annonces. Donald Trump ne va pas se faire oublier demain matin au Canada. Merci à tous les trois. Ça s'annonce absolument palpitant quand même. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.